Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission Diagonale. Pour ce numéro, nous recevons Nicéphore Noulekun, expert en santé communautaire, président de l'association Jeunesse engagée pour les initiatives de développement. L'association est justement à la base d'une campagne en faveur de la paix en cette période électorale. Vous l'avez sans doute compris, mesdames et messieurs, la présidentielle sera bel et bien au cœur de cette émission. Monsieur Nicéphore Noulekun, bonjour. Bonjour Joël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Je vous interroge ce matin avec mon collègue Landry Breton. Bonjour. Bonjour Joël, monsieur Nicéphore Noulekun. Bonjour, chers amis, Landry. internautes et téléspectateurs. Bonjour, vous êtes sur votre émission Diagonale. Nous rentrons directement dans le vif du sujet. Monsieur Nicéphore Noulekun, vous êtes président de l'association Jeunesse engagée pour les initiatives de développement, la JEID, si j'y arrive. Dites-nous pourquoi avoir créé une telle organisation? Qu'est-ce qui sous-tend une telle initiative? Merci pour la question. Vous savez, depuis 2003, notre pays a opté pour la décentralisation. Et après 17 ans d'exercice, nous avons fait le constat que la jeunesse ne prend pas une part active à ce processus, j'allais dire. Et à partir de ce constat-là, nous, jeunes, nous avons décidé de nous mettre ensemble au sein d'une association que vous avez dénommée ou appelée Jeunesse engagée pour les initiatives de développement pour être quand même un acteur de premier plan dans ce processus de décentralisation. Voilà ce qui a sous-tendu la création de cette association. N'est-ce pas une association de plus? Qu'est-ce qui fait votre particularité puisqu'on en a connu dans le pays ces associations? L'association Jeunesse engagée pour les initiatives de développement est une association qui entend œuvrer pour le renforcement et, si vous voulez, l'accroissement du développement local à travers une veille citoyenne accrue, mais aussi à travers la promotion d'initiatives et d'actions de développement novateurs. Quand on parle de jeunesse, on parle des initiatives, on parle de développement. C'est beaucoup de modules ensemble. Nous allons peut-être revenir tout à l'heure pour comprendre un peu plus quels sont vos objectifs et quel est le but que vous visez réellement en vous mettant ensemble. Vous avez, Joël l'a dit tout à l'heure dans son introduction, une campagne pour la paix. Nous sommes en période électorale ou préélectorale, comme le dirait l'autre. Pourquoi cette organisation que vous présidez aujourd'hui pense à la paix, pense à cette valeur incontournable pour notre pays? Si vous me le permettez, je voudrais quand même que nous revenions en même temps peut-être sur les objectifs de cette association. Oui, allez-y. Vous savez, cette association, comme je l'ai dit, entend œuvrer pour le renforcement du développement local. Pour le faire, nous voudrions quand même, à travers quelques objectifs, mettre en place un dispositif de diagnostic socio-communautaire constant à travers l'activation des cellules de veille citoyenne dont j'ai parlé très tôt. Et aussi, nous voudrons quand même faire la promotion d'actions et d'initiatives de développement novateur. Donc cette veille citoyenne dont j'avais parlé nous permettra d'identifier les réels problèmes des populations à la base. Mais quand vous identifiez les problèmes, il va falloir trouver des solutions, n'est-ce pas? Et face à cela, un des objectifs de GED est de créer et de dynamiser un partenariat ou un cadre de partenariat à l'endroit des collectivités locales pour une prise en charge efficiente des réels problèmes des populations que nous aurons à identifier. Mais nous avons parlé aussi de la jeunesse. GED veut aussi renforcer les capacités des jeunesses sur les thématiques d'orientation, d'entrepreneuriat et d'autonomisation. Et à la fin, nous voudrions aussi je dirais mettre en place des projets dans le cadre des services sociaux de base, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'hygiène et l'assainissement, de l'environnement, et pourquoi aussi pas dans le domaine des services financiers. Alors, monsieur Nicéphore Noulekun, c'est vrai, Landry vous a posé la question il y a un instant sur ce qui sous-tend la prise de cette initiative relative à la paix. Nous allons donc y revenir dans les minutes qui vont suivre. Mais j'ai bien envie de savoir comment cette association a été mise en place. Pour ne pas aller plus loin, quels sont les profils qu'on retrouve aujourd'hui au sein de l'association que vous dirigez? Merci. GED, au sein de GED, vous avez des jeunes de toutes les professions, j'allais dire. Vous savez, je suis expert en santé communautaire.
vous verrez des spécialistes en gouvernance locale. Vous verrez aussi au sein de GED des jeunes comptables, des jeunes financiers. Vous avez au sein de GED aussi des médecins, pédiatres, médecins santé publique. Donc, pas de journalistes. Non, pas les journalistes, même là on les communicateurs si vous voulez. Voilà, ok. Donc, GED, c'est quand même un conseil de cadre, des jeunes de tous horizons et des gens quand même avertis des questions de développement. Alors, très bien. On remarque très bien que votre association est assez large et intègre beaucoup donc, de professions. Qui est le bailleur de cette association? La main sur le cœur. Il n'y a pas de bailleur. Vous savez, le principe d'association est régi par la loi 1901 chez nous. Et une association peut fonctionner par le système de parrainage, mais compte d'abord sur les cotisations de ses membres. Qui est le parrain? Il n'y a pas de parrain. Okay. Nous avons un bureau exécutif national que je dirige, mais il n'y a pas de parrain à GED. Mais on sait qu'au Bénin, M. Nicéphore Noulekoum, on sait qu'au Bénin, les associations fleurissent, pilulent, coulent les rues, mais dans le fait, les membres ne cotisent pas souvent, n'honorent pas leur engagement financier vis-à-vis de l'association. Est-ce qu'avec cette réalité, on peut croire, la main sur le cœur, que ce sont les membres de votre association effectivement qui financent l'association? D'abord, merci pour la question. C'est une réalité. Il ne faut pas se cacher derrière ça. Il faut avouer que c'est difficile d'abord de trouver des jeunes qui partagent avec vous la même vision. Ça, c'est le premier défi. Quand vous y arrivez, c'est vrai qu'en matière de mobilisation de ressources, c'est un autre défi. Mais GED a quand même en son sein des jeunes avertis, engagés, qui sont quand même disposés à participer, et je dirais financièrement, pour que nous puissions mettre en place nos projets. Et comme je vous l'ai dit, nous allons aussi rechercher des partenariats. Nous allons aller vers des potentiels bailleurs. Donc, est-ce que ces bailleurs se retrouvent dans l'arène politique, par exemple? Vous savez, cette question revient tout le temps. Mais la politique n'est pas une fin en soi. Et aujourd'hui, nous sommes une association qui œuvre pour le développement. Et vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de développement sans volonté politique. Donc, nous irons vers tous ceux qui sont épris de développement et qui puissent apporter quelque chose à GED. D'accord. Alors, vous disiez il y a un instant qu'au niveau donc, de votre association Jeunesse engagée pour les initiatives de développement, vous initiez, vous conduisez, vous exécutez des projets. Justement, l'un des projets qui est actuellement donc, en cours, c'est cette initiative liée à la campagne en faveur de la paix. Pourquoi GED s'intéresse-t-il en tant que mouvement à la promotion de la paix en période électorale? Vous savez, le 6 mars dernier, nous avons procédé à un double événement. Il faut le rappeler, il y a eu d'abord l'installation des organes statutaires de notre association dans la ville de Cotonou, qui a consacré l'installation, je dirais, de la coordination communale de Cotonou, des 13 comités d'arrondissement, mais aussi des 165 points focaux de quartier. Et au cours de cette séance, nous avons profité pour lancer la campagne Engageons-nous pour la paix. Vous savez, un peu partout, sous nos cieux, les périodes électorales, si on n'y prend pas garde, au lieu d'être des périodes de paix, de joie et de gaieté, se transforment parfois en des périodes de profonde crise, des crises socio-politiques et en des périodes d'instabilité. Et quand vous intéressez un peu à la sociologie des peuples, vous verrez que les peuples ne sont pas si différents que ça. Vous allez constater qu'un peu partout autour de nous, dernièrement, vous avez vu ce qu'on a connu en période électorale. Alors, face à cela, et étant une association qui prône le développement, et aussi convaincue qu'il n'y ait pas de développement sans la paix, nous nous sommes dit qu'il faille sensibiliser les populations, surtout en cette période de tension. Et c'est dans ce cadre que nous avons lancé la campagne Engageons-nous pour la paix, qui est une campagne de sensibilisation qui vise à médiatiser le concept de culture de la paix, mais aussi à faire la promotion de la tolérance, de l'acceptation de soi, de la non-violence. Deux challenges à relever, l'organisation de ces élections
de façon pacifique la paix, la problématique de la paix. Ceux qui sont au sommet en sont peut-être conscients, mais dans votre démarche d'œuvrer pour la paix, travailler pour la paix, est-ce que vous avez le retour concluant au niveau du sommet pour continuer? C'est juste pour vous demander, est-ce que vous avez les appuis qu'il faut aujourd'hui pour cette campagne et pour la paix contre les déviances en période électorale? L'appui de tous autres, c'est déjà un appui que vous nous apportez en nous donnant l'occasion d'en parler. Et c'est le moment de vous dire merci. Vous savez, nous essayons quand même de nous donner aussi les moyens de nos politiques. Et cette campagne que nous avons lancée, nous comptons d'abord sur GED. Comptons d'abord sur nous-mêmes. Sur nos propres forces. Mais sur nos propres forces, il faut l'avouer. Mais nous sommes convaincus que le message que nous passons n'est pas resté sans toucher. Je dirais ce que vous avez appelé le haut niveau, si vous voulez. Surtout que quand vous passez sur BINEWS, vous avez bien suivi. Exactement. Donc, c'est pour ça que je vous remercie encore une fois de nous donner l'occasion d'en parler. Donc, nous sommes convaincus que nous touchons quand même tout ou une partie quand même de la population et que notre message passe le mieux que possible. Est-ce que vous avez des réseaux de connexion concrètement avec les pouvoirs publics? Parce que lorsqu'on parle donc de la promotion de la paix, il s'agit pour les pouvoirs publics qui sont dépositaires de la charge publique de pouvoir travailler à consolider, à préserver cette paix. Est-ce que également les acteurs politiques de tous ordres, les acteurs politiques notamment de l'opposition, est-ce que vous avez des réseaux de connexion avec tout ce beau monde-là? Réseau de connexion, je dirais pas particulier. Mais aujourd'hui, la campagne suit son cours et la campagne, elle est médiatique d'une manière ou d'une autre. Nous utilisons aussi beaucoup les réseaux sociaux et que ça soit la mouvance, si vous voulez, que l'opposition, ils sont tous présents sur les réseaux sociaux. Donc, nous, notre message, c'est à l'endroit de tous les couvents ou bien de toute, je dirais que ça soit l'opposition ou la mouvance. Le message que nous voudrons passer est à l'endroit de tout le monde. Est-ce que cette option de message purement digitalisé, numérique, derrière les claviers, les réseaux sociaux, sans quand même prendre le pouls de la discussion avec ces acteurs qui, qu'on le veuille ou pas, si demain le Bénin peut basculer dans la violence, c'est de leur fait. Est-ce que ce n'est pas peut-être préjudiciable aux objectifs que GED s'est donné? Non, il faut dire que la campagne n'est pas que sur les réseaux sociaux. Vous savez, le 6 mars dernier, quand nous avons installé les membres de nos organes, on les a investis comme ambassadeurs de la paix. Et ils sont sur le terrain et partout ils prônent la paix. Mais au-delà de ça aussi, nous ambitionnons à aller sur les radios communautaires pour passer le message, pour quand même toucher cette cible. Parce qu'il faut avouer que toute la population ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux. Donc, et au-delà de ça, nous avons prévu aussi des petites capsules d'information ou bien de sensibilisation dans beaucoup de langues et pour quand même pouvoir toucher le plus grand nombre de nos populations. Donc, voilà ce que je peux dire. Puisqu'on y est, vous avez parlé tout à l'heure de la situation sociopolitique dans notre pays. Et quelle lecture faites-vous aujourd'hui de tout ce qui se passe? Vous savez, la prise de parole durant cette période, elle est à la fois sensible mais délicate. Surtout pour nous autres associations. Parce que très tôt, on vous prêtera des intentions. On vous accusera de vouloir faire de la politique politicienne. Mais fondamentalement, nous pensons que tout acteur de développement, en cette période, doit pouvoir prendre la parole et s'exprimer peut-être sur des questions précises. Et je voudrais dire que par rapport à ça, et pour revenir à votre question, il faut avouer que la situation ou le contexte préélectoral actuel est un peu tensionnel. Donc vous savez, au niveau de GED, nous avons une valeur que nous partageons, que nous dénommons la responsabilité citoyenne. Cette valeur nous impose le respect des lois de la nation. Alors, fort de ce principe, nous voudrons dire que la loi reste la loi. Peu importe votre catégorie socio-professionnelle, je voudrais dire que vous soyez peut-être pauvre ou riche, que vous soyez expert en santé communautaire ou journaliste, et mieux si vous voulez, je voudrais dire que vous soyez peut-être professeur d'université ou spécialiste en microfinance ou tout ce que vous voulez,
la loi, elle est impersonnelle et elle s'applique à tout le monde. Force doit rester à la loi. Et je voudrais dire qu'il ne sert à rien d'épiloguer sur des débats que je peux qualifier, si vous voulez, de creux ou vaseux. La loi doit rester la loi. Et je voudrais quand même humblement dire quelque chose. Vous savez, on ne peut pas prétendre vouloir diriger une nation et y appeler peut-être à l'insurrection. Parce que vous savez, on ne dirige pas une nation brûlée, saccagée ou détruite. Et on ne gouverne pas des morts. À partir de ce moment, nous voudrions inviter tout le monde à cultiver véritablement la paix. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs que nous visons à travers la campagne que nous avons lancée, la campagne Engageons-nous pour la paix. Alors, mais ceux qui aujourd'hui sont en train de pourfendre la réforme du système électoral, la réforme du système partisan, s'arc-boutent sur le fait que ces lois dont vous parlez, qui devraient être impersonnelles, que ces lois sont d'une mauvaise qualité et que à la fois ceux qui les ont ceux qui ont travaillé à les voter n'ont pas la légitimité pour y aller. Alors, que dites-vous à l'endroit de ces personnes qui portent ce son de cloche? Alors, vous me permettrez de ne pas qualifier la loi. Pour nous, à partir du moment qu'elle est votée, elle s'applique à tout le monde. Et pour moi, et comme je l'ai dit, je le répète, force doit rester à cette loi-là. Elle est applicable à tout le monde. Elle est impersonnelle, comme je l'ai dit tantôt. Et pour moi, il ne s'agira pas de dire que ceux qui ont voté la loi sont illégitimes ou pas. Ils sont dans leur droit. La loi a été votée, elle a été adoptée. À partir de ce moment-là, elle s'impose à tout le monde. Alors, dites-nous maintenant, est-ce que dans la lecture que vous faites de la situation sociopolitique au Bénin, il y a des éléments de frisson actuellement, puisque nous sommes à la lisière de l'ouverture d'une campagne électorale. Le 11 avril prochain, plus de 5 millions d'électeurs se rendront aux urnes. Dans quelques jours, les Béninois vont vivre ces moments de festivité électorale. Alors, est-ce que vous avez des éléments de friction par rapport à tout ce qui se dit, les éléments de langage, le positionnement des acteurs sur l'espace public? Vous savez, à la limite, c'est normal qu'en cette période où notre pays s'apprête, si je peux le dire, à mettre à l'épreuve encore peut-être une fois sa démocratie par l'organisation des élections présidentielles, que vous avez plusieurs tendances. C'est le cours normal des choses. Alors moi, de ma position de président d'association, je m'en tiens, et vous me le permettez, à cette valeur que je prône, qui est la responsabilité citoyenne et dont l'un des principes forts est le respect des lois de la nation. Et fort de ce principe, je dirais que fondamentalement, il ne devrait pas avoir de frisson si nous nous en tenons à ça. Mais c'est le cours normal des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, de notre position, nous sommes obligés de toucher les cœurs, de leur dire, de mettre au-delà de tout l'intérêt national, l'intérêt général de la nation. Parce que nous n'avons pas d'autres pays, nous n'avons que le Bénin. Et dans tous nos actes, dans toutes nos actions, l'intérêt général de notre nation doit prévaloir sur tout. Vous refusez de vous immiscer dans le judiciaire, puisque je vous ai vu venir tout à l'heure dans votre développement, mais en tant qu'association, en tant que groupement de jeunes, vous portez la paix, comme vous l'avez dit. Avez-vous déjà connaissance des programmes ou des projets de société de ces trois duos qui s'avancent dans l'arène politique et dans quelques heures s'ouvrira la période de la campagne? Avez-vous déjà, et si vous avez déjà connaissance de ces projets de société, est-ce que votre vision s'inscrit dans ces différents projets de société de ces candidats? Malheureusement, je vous dirais non. Je dirais que jusqu'à l'heure où nous parlons, où les campagnes électorales s'ouvriront, je pense, dans quelques jours, en tout cas, nous, au niveau de notre association, nous n'avons pas connaissance encore des projets de société, des trois duos de candidats en lice. Et c'est le moment de pouvoir dire que nous attendons de pied ferme ces projets de société, parce que nous serons amenés
à nous prononcer là-dessus, surtout en ce qui concerne le développement local, le secteur dans lequel nous nous inscrivons. Alors, si vous avez des conseils ou si vous avez des doléances, si vous avez un plaidoyer à faire à l'endroit de ces candidats, puisque peut-être ces projets sont encore en rédaction avant d'être finalisés, puisque la campagne va démarrer bientôt, si vous avez quelque chose à leur demander d'insérer dans ces projets de société, vous en tant qu'organisation, qu'est-ce que vous leur direz? Alors, nous autres, en tant qu'organisation qui prône le renforcement du développement local, je dirais que c'est des actions, des projets en matière de disponibilité des services sociaux de base. Parce que quand vous parlez de décentralisation, vous ne pouvez pas occulter cet aspect-là. Il s'agit des projets de développement dans le secteur de l'eau, de l'électricité, de l'hygiène, de l'assainissement, de la santé, de l'environnement, des services sociaux. Parce que, vous savez, il est inconcevable qu'aujourd'hui, des populations continuent de manquer de l'eau potable, que des populations continuent de manquer peut-être des infrastructures socio-sanitaires de base. Donc, c'est de leur dire... Et pourtant, des efforts sont faits dans ces domaines. Bien sûr, les efforts sont faits, il faut l'avouer. Et donc, c'est de pouvoir renforcer ce qui a été fait. Et vous voyez, la mission de GEN, c'est de pouvoir travailler à renforcer ce développement local-là. Donc, nous leur dirons qu'il faudrait réellement qu'on puisse sentir dans les projets de société qu'ils ont, je dirais, à cœur le développement à la base, qui est gage d'un développement durable, il faut l'avouer. Alors, je vais faire un retour en arrière par rapport donc à ces projets de société. Jusqu'à présent, vous avez dit, la main sur le cœur, que vous n'avez pas encore sur vous les projets de société de ces 3 candidats. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Lorsqu'on sait surtout que les 15 jours de campagne électorale, nous savons comment ça se passe, les populations ne sont pas forcément portées à aller lire les bouquins qu'on va leur présenter, et que jusqu'à présent, même la classe d'élite à laquelle vous appartenez, vous n'avez pas ces projets. Est-ce que ça ne pose pas un problème en matière de la qualité du débat politique public? Bien sûr, vous avez totalement raison. Vous savez, à l'heure où nous parlons, où nous n'avons pas connaissance des projets de société des différents candidats en ligne, ça pose un véritable problème. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Pourquoi ils sont candidats et qu'est-ce qu'ils veulent apporter à la tête de l'État? Quelle est la vision qu'ils ont pour notre pays? Ça pose un véritable problème. Et ça, il faut avouer que la période électorale chez nous se transforme d'une manière ou d'une autre uniquement qu'à des périodes de propagande. Et moi, je pense que, et nous pensons fondamentalement que les périodes électorales sont au-delà de tout des périodes de bilan, des périodes de concert d'idées, des périodes de confrontation d'opinions et aussi de confrontation de projets de société. Donc, il faut avouer que véritablement, il y a un problème qui se pose à ce niveau et j'espère que dans les prochains jours, nous prendrons connaissance des projets de société des différents candidats. Je peux aller, Joël. La gouvernance locale sera forcément votre cheval de bataille. Et c'est ce que vous proposez à ces 3 duos pour les projets de société. Mais avant d'en arriver à proposer, vous avez forcément faire un bilan de cette gouvernance locale. Merci beaucoup pour la question. Vous savez, depuis 2016, je dirais, nous avons un régime à la tête de notre pays. Vous savez, notre association est née il y a quelques semaines, je dirais, et prône le renforcement du développement local. Et c'est tout à fait normal que nous puissions peut-être faire le point des différentes réformes qui véritablement ont impacté le développement local. Alors, dans ce contexte, la première réforme dont je voudrais parler ici, c'est la réforme territoriale. Cette première réforme que nous avons connue en 2016, qui a abouti à l'opérationnalisation des 12 départements, au choix des 12 chefs-lieux de département, à la nomination des 12 préfets et qui a conduit à la mise en service des 12 préfectures. Cette réforme a permis, dans un premier temps, de renforcer la représentativité de l'État. Mieux, cette réforme a permis quand même de rapprocher certains services auprès des populations.
les services tels que les services de la carte d'identité, les services d'enregistrement des associations et ONG. Et je voudrais vous donner un exemple. Quand vous allez chez moi, dans le Koufo, précisément dans la commune d'Aplakwe, vous avez un village appelé Atomé, qui est à 40 km, environ 40 km de Aplakwe. Mais avant, pour que les populations puissent bénéficier de ces services, il fallait faire les 40 km et venir à Aplakwe et faire encore 40 km pour se rendre à Lokossa. Mais aujourd'hui, on a fait un gain de 40 km parce que désormais Aplakwe a une préfecture. Au-delà de ça, cette réforme a permis aux préfectures et aux services déconcentrés de l'État d'être plus efficients et efficaces dans l'exécution de certaines de leurs prérogatives. Je veux citer le contrôle de légalité des actes qu'exercent les préfectures à l'endroit des collectivités locales. Vous savez, le fait qu'aujourd'hui, une préfecture gère, je dirais, un peu moins de communes, ça permet d'être plus efficace dans l'exécution de cette tâche-là. Mais nous avons aussi l'exécution des programmes annuels d'assistance conseil qu'exercent la préfecture et les services déconcentrés de l'État à l'endroit des collectivités locales dans le but d'améliorer les prestations que ces communes rendent vis-à-vis des populations. Donc, voilà ce que cette réforme a permis d'avoir comme bénéfice, j'allais dire. Mais après cette réforme, vous savez, quand vous prenez la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes, quand vous allez à l'article 82, cet article prévoit les compétences propres des communes. Mais cet article prévoit aussi les compétences que peuvent exercer ces communes, mais sous l'autorité de la tutelle. Et dans ce cadre-là, vous avez la gestion de l'état civil. Vous savez, l'état civil est un puissant outil de planification. Ça permet d'individualiser les citoyens. Ça permet de produire des données démographiques, mais c'est un outil de collecte fiscale aussi. Alors, dans notre pays, nous avons connu quand même une réforme majeure. Dans ce sens-là, le recensement administratif a vocation d'identification de la population. Et parmi les 10 millions d'habitants que compte peut-être notre pays, vous avez 2 600 000 personnes qui ont pu être enrôlées sur la base de témoignages des élus locaux et sans acte de naissance. C'est fondamental. Et ce constat a permis à l'État de faire voter à l'Assemblée la loi 2019-26 du 3 août 2018, la loi 2018-26 du 3 août 2018 portant autorisation d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil en République du Bénin. Ça a été une réforme majeure. Et aujourd'hui, 2 500 000 de nos concitoyens ont au moins l'acte de naissance. Alors, comme application de cette réforme, je pourrais vous dire que, vous savez, en période d'examen, c'est la croix et la bannière pour certains parents, pour pouvoir aider leur enfant à avoir les cartes d'identité, pour pouvoir aller aux examens. Et mieux parfois, je ne dirais pas mieux, malheureusement, certains enfants n'arrivent même pas à compétir ou aller à ces examens. Aujourd'hui, avec le RAVIP et avec le certificat d'identification personnelle, ces enfants n'ont plus de problème. Ils vont à l'examen sans qu'on puisse les recaler. Mais je vous dirais aussi qu'avec le CIP aujourd'hui, les populations à la base et dans le cadre de la promotion de l'économie locale, nos femmes, nos mamans ont l'accès au crédit et aux microfinances. C'est important de le dire. Et je vais vous dire aussi, je vais vous donner un exemple, un témoignage, je dirais national, par rapport à l'utilisation du certificat d'identification personnelle. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai été cambriolé et j'avais un sac dans lequel j'avais pratiquement toutes mes pièces, dont ma carte d'identité. Et comme tout Béninois, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller réunir les pièces pour demander qu'on me fasse un duplicata. Mais quand j'ai fait envoyer mes dossiers à la préfecture, on m'a dit que le service était actuellement interrompu. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller prendre mon récépissé RAVIP et de me rendre à l'ANIP. Et je peux vous dire qu'en une journée, j'ai pu avoir mon certificat d'identification personnelle. Et je voudrais profiter pour dire, parce qu'on entend un peu partout aujourd'hui que
ce certificat n'est pas accepté partout. Je voudrais m'inscrire en faux et dire ici que, personnellement, j'ai pu utiliser cette carte partout où j'étais. Et j'ai pu l'utiliser dans 3 banques différentes de notre pays. J'allais justement venir là, parce que c'est l'argent, le nerf de la guerre. Si les gens ont les pièces, ils ne peuvent pas faire des opérations, des transactions financières, ça n'en vaut pas la peine. Donc, vous certifiez que cette pièce-là est acceptée partout. Exactement. Et je le dis ouvertement, et comme je le dis, j'en fais un témoignage, si vous voulez, national. Je certifie que ces pièces sont acceptées dans toutes les banques. On espère que l'année passera l'aviation commerciale par ici pour pouvoir payer la note, parce que c'est aussi ça la télévision. Joël, nous tendons déjà pratiquement vers la fin de cette émission, mais vous allez nous dire quelles sont les actions à venir de votre structure de la GED. Vous me permettrez de... C'est une question de temps, la télévision, donc on verra très vite. D'accord, vous me permettrez, avant de finir, de quand même aborder une petite réforme qui est très importante. Vous savez, en matière de décentralisation, vous ne pouvez pas oublier les transferts de fonds de l'État central vers les collectivités locales. Et dans ce contexte-là, nous avons aujourd'hui chez nous les fonds FADEC. Et en 2016, il faut dire que nous étions à 7 milliards. Mais en 2020, nous sommes passés à 47 milliards. C'est important parce que vous savez, ce sont les fonds FADEC qui servent à construire, à équiper les écoles. Ça permet de construire des infrastructures de promotion agricole, je dirais, les bas-fonds, les magasins, et aussi dans le domaine de l'assainissement, ça nous permet de faire un certain nombre de choses. Les fameux fonds FADEC que les gens se détournent, on espère que cette fois-ci, la cagnotte ne sera pas détournée au niveau local. Je n'en sais rien. Les actions à venir de la GED, rapidement. Les actions à venir de la GED, c'est de poursuivre déjà la campagne en cours, mais à part ça, nous avons un calendrier qui doit nous amener à installer progressivement nos organes statutaires dans les 11 autres chefs lieux de département avant la fin de cette année. Mais à côté de ça, nous allons initier des projets dans le cadre de la célébration de l'excellence, de la promotion de l'excellence et aussi de la santé. Donc, les jours venus, vous nous verrez sur le terrain. On espère que Binou sera de la partie. Absolument. Votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, je dirais que, véritablement, il faudrait que nous tous, chacun, là où il soit, puisse prôner la paix. Vous savez, la paix, elle est indissociable et indispensable au développement. C'est un long processus qui demande l'implication de tous. La paix nous permet de prévenir les conflits. Elle nous permet de prioriser la non-violence, d'instaurer le dialogue et aussi d'utiliser des voies pacifiques pour régler nos conflits, pour un développement durable, pour un développement démocratique durable. Mais aussi, je voudrais m'adresser à la jeunesse de ce pays. Allez-y. En leur disant que l'enjeu des prochains jours pour nous serait de travailler résolument à la sauvegarde et à la pérennisation des acquis en matière de développement dans notre pays. Je vous remercie. Merci, M. Nicéphore Noulekoun. Merci à vous, M. Nicéphore Noulekoun. Je rappelle que vous êtes expert en santé communautaire. Vous êtes surtout le président de l'association Jeunesse engagée pour les initiatives de développement avec vous. Nous avons donc fait le tour d'horizon de cette campagne en faveur de la paix que votre association a bien voulu donc initier pour préserver cette denrée très rare, prisée de tous les peuples africains et partout au monde, également préserver donc les acquis de développement. Merci d'être passé opiné. Merci. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Diagonale. On se retrouve très prochainement.